Bonjour et bienvenue à vous, chers amis passionnés d'intelligence artificielle. Votre hôte, Jean-François Sénéchal, prof chargé d'enseignement ici à l'Université Laval. Bienvenue à votre podcast sur les enjeux éthiques, sociaux, légaux, techniques, philosophiques associés à l'IA. Écoutez, gros début d'année, gros programme dans cet épisode. Programme libre, semi-libre. En tout cas, moi j'ai donné aujourd'hui l'occasion à mes collaborateurs, collaboratrices de continuer peut-être avec les rétroactions. On a reçu Yoshua Bengio à l'épisode 100. Il y a quelques-uns de nos collaborateurs, collaboratrices qui n'avaient pas encore parlé de tout ça. Ils ont toujours beaucoup à dire. Bien hâte de les entendre. Dans la deuxième partie du podcast, on va faire un petit peu actualité, ce qui les intéresse. J'ai donné ça bien libre cette semaine. Et pour m'accompagner aujourd'hui, ils sont nombreux pour siroter leur café avec moi, avec nous. Le premier, c'est notre sociologue des sciences en résidence et globe-trotteur, je veux dire. Sylvain Munger est là. Comment ça va, Sylvain? Ça va très bien, toi? Yes, t'es rendu où, là? Je suis au Saguenay, terre de glace et de froid. Oui, excellent. Ben oui, là, on est là, il faisait, écoutez, moins 25 hier. Aujourd'hui, c'est moins pire, là. Je pense qu'on est autour de moins 11. Bon, ça se vit. Écoutez, si vous êtes au Québec, Saguenay, ça se vit très bien. moins 11. Re-bienvenue sur la terre natale, Sylvain. La traversée à la nage n'a pas été facile à ce temps-ci de l'année, en plus. Écoutez, la seconde, c'est notre autre experte technique, mathématique, statistique de la conformité en IA responsable, Véronique Tremblay est là. Salut Jean-François. Comment ça va? Ça va bien, toi? Oui, bienvenue, re-bienvenue. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu ici. Je suis content de te savoir avec nous. Ben oui, j'ai pris une petite pause cet automne. J'avais trop d'engagement, mais je suis de retour en force cette session-ci, en 2025. Bien hâte de t'entendre, Véro. Le dernier, écoutez, c'est notre petit nouveau dans l'équipe. Je me cherchais quelqu'un en informatique, en programmation, actuariat. Vous allez voir son profil. Puis celles et ceux là, qui nous écoutent depuis longtemps se rappellent assurément de David Beauchemin. C'est un peu notre nouveau David Beauchemin 2.0. Benjamin Leblanc est là. Comment ça va, Benjamin? Ça va très bien. Merci de me recevoir à l'émission. Content que tu sois là. Il y a un peu de nervosité dans l'air, là. C'est ça, c'est ta première participation. Parle-nous un peu de ton parcours, d'où tu sors, pourquoi tu es ici à ce micro, tu penses? Moi, j'arrive du bac en actuariat, comme tu l'as mentionné précédemment. Puis, au fil des stages, au fil des expériences professionnelles, j'aimais beaucoup l'aspect prendre des données, puis essayer de trouver les meilleurs modèles pour faire des prédictions dans l'avenir, dans le long terme. Mais j'aimais pas beaucoup la contrainte que ces modèles-là doivent être appliqués uniquement en finance, pour les régimes de retraite, pour l'assurance, etc. Donc, je voulais travailler sur les modèles dans un contexte un peu plus large. Donc, j'ai décidé de faire mes études graduées en informatique. J'ai fait ma maîtrise ici à l'Université Laval avec Pascal Germain, mon directeur. Puis là, je viens de commencer ma 4e année au doctorat en informatique. Informatique, programmation, actuariat, ça va être passionnant de t'entendre. Un autre là, qui peut mettre les mains là, dans le moteur puis regarder un petit peu puis nous expliquer comment ça fonctionne, tout ça. C'est quoi les questions en IA là, qui t'intéressent? Moi, j'ai 3 créneaux de recherche particulièrement qui m'intéressent. Donc, premièrement, c'est l'interprétabilité. OK. J'ignore si vous avez déjà parlé un peu de ce mot. Oui, on avait vu les principes FAIR au tout début du podcast avec justement, il y avait le I de FAIR, je me rappelle que c'était interprétabilité, me semble-t-il. Ouais, je peux peut-être en parler rapidement. Donc, l'interprétabilité, c'est une caractéristique d'un modèle. Donc, ça va être une qualité qu'un modèle va posséder ou pas. Puis, l'interprétabilité d'un modèle, ça va être proportionnel à comment un utilisateur peut comprendre la relation entre l'entrée d'un modèle
puis la sortie du modèle. Donc finalement, c'est quoi les manipulations qui ont été faites, comment on a considéré l'entrée, quel poids on a mis sur quelles caractéristiques, etc., pour générer la prédiction. Donc finalement, l'interprétabilité, ça reflète à quel point ce processus-là il est transparent de par le modèle lui-même. Vous voyez un peu sa tête, là, c'est ça. Il est capable de parler d'intelligence artificielle, de parler des modèles. Écoute, tu utilises-tu un peu de l'IA dans ce que tu fais en recherche, à part essayer de le comprendre, des applications, tout ça, est-ce que tu t'en sers pour faire de la recherche? Ben, c'est quand même drôle parce que j'ai quitté l'actuariat pour me défaire un peu des restrictions liées au domaine d'application. Puis pourtant, actuellement, l'IA sur laquelle je travaille est appliquée dans le domaine de l'assurance. Donc, c'est directement pour avoir des modèles plus interprétables en assurance. Ben, on le sait finalement, l'assurance, le fait d'accepter ou non de faire un prêt hypothécaire à quelqu'un, des questions comme ça peut vraiment impacter la vie des gens. Donc, d'avoir des modèles pour lesquels on comprend bien pourquoi les décisions ont été rendues, c'est super important. On veut comprendre est-ce que le modèle a fait un biais sur le sexe, sur l'âge, etc. Tout ça, c'est des questions super intéressantes, super critiques. Ben oui. En intelligence artificielle et assurance, Véro est jamais très loin de ça. J'allais justement dire, on a une surreprésentation du secteur de l'assurance dans les collaborateurs des cafés. Écoutez, on parlera pas on nommera pas la compagnie, là. Sinon, on va leur demander une commandite, là. Mais des questions importantes, là, l'interprétabilité en assurance, surtout dans les systèmes de décision automatisés, parce que au Québec, on n'a pas grand-chose comme réglementation sur l'intelligence artificielle, mais il y a la loi 25 qui dit que quand il y a une décision automatisée, il faut au moins le dire au client. Je pense que c'est assez léger, là, comme c'est très léger. Mais bon, on a un petit peu de réglementation là-dessus, mais clairement, on y est responsable d'être capable d'expliquer à un client pourquoi on a pris cette décision-là. Ça fait partie des gros enjeux. Puis c'est quoi expliquer? Il y a ça aussi. Ouais, il faut qu'ils comprennent aussi, là, si on veut être honnête, là, pour qu'ils consent, faut qu'ils comprennent. Comprendre, puis c'est quoi comprendre après? C'est des grosses questions. Plus qu'une compréhension suffisante, là, pas parfaite, là, on est loin de là. En fait, je vais prendre la balle au bon parce que justement, l'interprétabilité, ça va être quelque chose d'objectif. Parce que tout le monde va regarder le même modèle puis arriver à des conclusions objectives, tandis que l'explicabilité, un deuxième sujet de recherche qui m'intéresse particulièrement, là, ça va être de se pencher sur des modèles de type boîte noire qui sont pas en eux-mêmes interprétables, puis justement aller essayer de trouver des explications qui font du sens à l'être humain sur ces boîtes noires-là. Donc, à ce niveau-là, justement, il y a plusieurs explications qui se valent parce que, on le sait, quand on essaye d'utiliser des images ou des métaphores pour bien se représenter quelque chose de complexe, on laisse de côté de l'information, on va mettre l'accent sur d'autres informations. Donc, c'est là que l'aspect subjectif, l'aspect choix va entrer en jeu. Ouais, effectivement. Mais il y a quand même un morceau où, oui, les modèles interprétables, l'interprétation, c'est direct, là, c'est intrinsèque dans le modèle comme dans la régression. Mais de là à dire que la personne le comprend, c'est autre chose parce que quand on pense à une régression logistique, par exemple, pour avoir enseigné même le sujet même à des ingénieurs qui sont des personnes qui ont une formation en mathématiques, comprendre un rapport de cote dans un examen, être capable d'expliquer avec des mots un rapport de cote, il y a pas beaucoup de personnes qui sont capables de le faire. Pourtant, c'est un modèle qui est directement interprétable. Fait que la notion de compréhension, là... Moi, j'aurais un seuil minimal, c'est-à-dire que si Sylvain comprend... Sylvain, ça va? Pas trop largué, là? Je suis tout ça avec très grand intérêt. Je comprends absolument tout, à 100%. Je peux faire un résumé après, sans problème. Donc, vous voyez un peu, je pense que vous allez bien vous entendre, Benjamin et toi, content d'avoir deux personnes qui peuvent jaser de tout ça. Moi aussi, ça m'aide, ça aidera Sylvain aussi à nous familiariser avec ce genre de thèmes, de concepts. Je vois ici dans ta description, Benjamin, écoutez, je lui ai demandé, fais-moi une description, il me dit natif de Saint-Léonard d'Ashton. D'Ashton, c'est ça? D'Aston. D'Aston. Ouais.
Ah, je me dis, bon, voilà quelqu'un qui est fier d'où il vient. Il veut me le dire. Non, il me dit, c'est à là, on a plusieurs auditeurs français. Là, écoutez, c'est à la sortie de l'autoroute 20, à côté de la halte Le Madrid, avec des dinosaures. Écoutez, si vous savez pas c'est quoi, là, il n'y a pas un Québécois qui a fait la 20 ici qui sait pas c'est quoi, mais voilà, c'est très niché quand même. C'est ça. À chaque fois qu'on dit Saint-Léonard d'Aston, c'est où personne n'est capable de mettre ça sur la carte, mais quand on parle du Madrid, là par contre, souvent c'est de l'information pertinente. Pour nos copines françaises, ben c'est à mi-chemin entre Québec et Montréal, puis il faut souvent arrêter entre les deux. Puis le Madrid, c'est l'endroit où des fois on arrête pour prendre un petit café. Il s'appelle Benjamin Leblanc. Bienvenue encore dans l'équipe. Merci Benjamin. Beaucoup. OK, on va y aller avec deux tours de table. Commençons par un premier tour de table. Retour sur l'épisode 100. C'était avec Yoshua Bengio. Pour celles et ceux qui n'étaient pas autour de la table au dernier épisode, c'est leur occasion d'en parler un peu. Allez-y. Tiens, peut-être rappelons les thèmes qui ont été abordés avec Yoshua. On verra sur quoi vous allez réagir. On a parlé du pre-Turing, de l'échec LMNTI, des concepts en informatique, apprentissage profond, réseau de neurones, apprentissage automatisé, des concepts comme la pensée, le raisonnement en informatique. On a parlé de la pause, le fameux moratoire demandé, ses inquiétudes sur la création d'une intelligence artificielle générale de type Papa Grizzly qui a décidé de voler un poisson à boucle d'or, là, vous voyez là comme vous pouvez. Et on a parlé des outils de contrôle. Par où vous voulez commencer? Commençons par Véro. OK. Je vais faire un... OK. OK. Je vais faire un petit détour, Jean-François. Vas-y. Quand j'enseigne à l'université, il y a souvent des étudiants qui viennent me voir pour bien choisir leur cours à option. Et puis, ils me demandent conseil là-dessus. Ouais. Je te laisse essayer de deviner ce que je leur recommande comme cours. Comme cours à option? Ouais. Je sais pas, un cours d'éthique ou un... T'es pas loin. Le cours, ça les déçoit à chaque fois. Ils aimeraient que je leur recommande un cours avec un certain langage de programmation ou quelque chose comme ça. À chaque fois, je leur recommande un cours. Et c'est le cours Principe de logique. Ah oui, qui est donné par mon collègue ici. Oui, exactement. C'est un cours qui est excellent. Dans ce cours-là, on apprend, entre autres, qu'il y a 3 formes de raisonnement. D'accord? On a le raisonnement déductif. Déductif, là, c'est la logique un peu, là... Puis là, tu me corrigeras si je dis des choses qui sont pas tout à fait exactes, là. Ouais, c'est ça. Là, c'est moi qui est comme pas dans mon champ de compétences tout à fait quand je dis ça. J'ai quand même bien passé le cours, je te rassure, mais la déduction, on est vraiment dans la logique à l'état pur. Là, on aime ça, les mathématiciens. Là. Si telle affaire implique telle affaire, telle autre affaire implique telle affaire, c'est ça, exactement. Donc ça, c'est comme de la logique à l'état pur. En maths, on est habitué de travailler avec ça. Ensuite de ça, il y a... On traduit le langage en langage mathématique. Là. C'est un peu ça. On aime ça. Ça. Nous, on aime j'aime ça aussi. Ces affaires-là. Le deuxième, c'est le raisonnement qui est inductif. Donc, on a beaucoup d'exemples. On répète quelque chose, puis on en vient à conclure sur à faire des généralisations, des lois, Ça, c'est un petit peu plus ce qu'on fait en statistique, puis en intelligence artificielle aussi. L'intelligence artificielle, c'est ça que ça fait, en fait. Là. Tu sais, ça a vu quelque chose souvent, puis ça prédit ce qui est le plus probable. Il monte 2000 images de quelque chose, d'un animal, puis il dit chat, puis à un moment donné, il finit par dire chat. Finit par dire chat. Donc, tu sais, on peut faire une certaine analogie là entre les deux. Induction, déduction, puis le troisième? Le troisième, c'est l'analogie. L'analogie, c'est quand on se dit, tu sais, ces deux choses-là se ressemblent, fait que si pour ça se passe comme ça, pour l'autre, ça devrait se passer comme ça aussi. Oui, c'est comme un neurone, fait que si ça se passe comme ça dans un neurone, ça devrait se passer comme ça dans un neurone. C'est exactement là que tu t'en allais. que je m'en allais. Jean-François. Je te suis. C'est que, encore une fois, Yoshua Bengio, quand tu lui as demandé d'expliquer certaines choses, il est encore arrivé avec les fameux anthropomorphismes.
Donc, toujours utiliser la comparaison avec l'être humain. Donc, ce qu'il fait, ce sont des analogies. Donc, il donne des explications par analogie. Et ceux qui ont suivi le cours de principe de logique, ben, on sait que c'est la forme de raisonnement la plus faible. Ah oui, pourquoi c'est faible comme ça? En fait, je le sais pas. Faut le dire, au moins, tu sais pas. Mais si le grand professeur de philosophie dit que c'est la forme de raisonnement la plus faible... Fallait le voir, Victor, il est à l'autre bout du je vais le croire, mais tu sais, dans ce livre-là, dans ce cours-là, ce qu'on apprend, c'est que le raisonnement qui est le plus fort, c'est la déduction, sur laquelle on peut pas vraiment se tromper. L'induction, on c'est part un des peu mathématiques plus faible. pures, tandis que l'induction, on part du réel, fait que c'est déjà plus compliqué. Ça. L'analogie, tu sais, on fait beaucoup d'hypothèses. On le voit aussi dans nos discussions. Là. Quand on fait des parallèles, on voit que ça a certaines limites. Là. C'est comme un neurone, ça aide, puis en même temps, ça aide pas. Là. C'est-à-dire que pour moi, un neurone, je le disais, je me rappelle pas dans quelle entrevue, je pense que c'était avec Christian Gagné, où un neurone, c'est déjà compliqué de comprendre c'est quoi un neurone en biologie. Ben, c'est ça. Puis là, on dit c'est comme un neurone. Je sais pas si ça m'aide tant que ça. On fait beaucoup d'analogies comme ça quand on donne des explications sur l'intelligence artificielle. Puis c'est correct les analogies, hein. Souvent quand on donne un cours, on va commencer avec une analogie pour un peu piquer la curiosité ou pour que la personne s'en rappelle, pour intéresser un peu la personne. On utilise beaucoup l'analogie aussi pour avoir des idées en recherche. Dans l'entrevue avec Christian Gagné, c'est ce qu'il a fait aussi là, lui, parce qu'il a travaillé sur les algorithmes génétiques. Mais dans l'entrevue avec Christian Gagné, c'est très très clair qu'il s'est inspiré de ça, mais après il te l'explique pour vrai aussi, puis c'est pas exactement comme ça que ça fonctionne. Donc, l'analogie est intéressante pour ça. C'est un point de départ, là. Ça nous aide à faire des liens avec des choses qu'on connaît, mais après, il faut aller un peu plus loin si on veut vraiment comprendre. Ben, c'est ce que j'aimerais, puis c'est ce que j'aimerais avoir à un moment donné de quelqu'un comme Yoshua Bengio. Je trouve que quand on parle d'intelligence artificielle au grand public en général, on reste très en surface, on reste dans l'analogie. Et là, les gens ont une certaine impression de comprendre. Et là, ils se mettent à raisonner à partir de ça et à faire d'autres analogies dans leur tête, à pousser l'analogie un petit peu plus loin. Ben déjà, même l'expression intelligence artificielle, mais c'en est une analogie. En soi. Fait que là, on se dit, si c'est une intelligence artificielle, comme moi je comprends c'est quoi une intelligence naturelle, donc il y a quelque chose qui est en train d'émerger, puis là on se met à s'enthousiasmer et s'apeurer. À s'enthousiasmer et s'apeurer, puis on a de la difficulté à garder les deux pieds sur terre en gardant en tête qu'en arrière de ça, il y a une grosse formule mathématique. Ouais, des grosses maths. Mais c'est juste ça, c'est des grosses maths, mais c'est même pas des si grosses maths que ça, là, en toute honnêteté, là, c'est pas quelque chose de... On a vu des choses plus compliquées que ça en maths actuarielles, par exemple, que ce qu'on peut voir dans les maths de l'intelligence artificielle, là. Mais j'aimerais ça entendre quelqu'un qui a cette place-là, commencer à expliquer un petit peu plus pour vrai, à sortir de ce haut niveau-là, puis donner des vraies explications. C'est difficile d'expliquer sans tomber dans justement l'analogie, la vulgarisation là, à outrance, mais j'aimerais ça que quelqu'un comme ça essaie d'expliquer. Je n'ai jamais entendu Yoshua Bengio vraiment expliquer quelque chose de technique. On est toujours rapidement dans le en surface avec des analogies. Puis les analogies, là, faut amener la population un petit peu plus loin que ça avec l'intelligence artificielle. À sa défense, moi je le vois aussi, c'est pas une entrevue exclusive que j'ai eue avec Yoshua Bengio, là, je vous rassure, là. Il en donne plein, puis j'imagine que quand, à force d'en donner, tu sais plus exactement à quel niveau faut que tu commences tes explications, là. C'est-à-dire que si tu parles à un grand média qui comprend rien, là, tu sais, ça se peut des fois, là. Là, tu pars dans l'analogie puis tu essaies d'aller dans le plus simple et très simple et presque réducteur, alors que ici, on le voit, là, il y aurait sûrement eu un appétit pour en prendre un peu plus, là. Oui, mais ce serait bien d'amener le reste de la population à aller un petit peu plus loin. Christian Gagné le fait dans son entrevue. Il a expliqué, c'est resté très simple, c'est resté en surface, mais on est quand même sorti de l'analogie puis on est allé un tout petit peu plus loin.
Puis j'aimerais ça que les scientifiques fassent ça un peu plus. Puis probablement que ça vient te rejoindre, Benjamin, avec les questions sur l'explicabilité. Tu sais, jusqu'à quel point on y va par analogie quand on explique aux gens, puis jusqu'à quel point ils comprennent à travers de ça. Puis les raisonnements qui se font ensuite, des fois, ça devient un peu... des fois, les gens, ils partent dans leur propre idée, ils font des nouvelles analogies, puis là, ils tirent des nouvelles conclusions, puis ça dérape. Oui, puis une analogie en amène une autre, puis éventuellement, tout le monde... on l'a vu avec l'histoire du grizzly, là, aussi, puis... On y reviendra. On y reviendra avec l'histoire du grizzly. Écoute, si c'est un grizzly, puis il est sur le point de nous voler un poisson, faudrait tuer le grizzly, là. Si on est logique dans ce genre d'analogie-là, en tout cas, sauver... assez loin, merci. Merci. Belle rétroaction. Est-ce qu'il y avait d'autres choses où on t'en reparle un peu plus tard ou non, de façon générale, évidemment, Bengio, c'est quelqu'un de très intéressant, là. J'aimerais personnellement l'entendre un petit peu plus, là, au niveau technique. C'est vraiment juste quelqu'un ça, d'intéressant. Je voudrais qu'il me probablement qu'il rêve de jaser aussi plus technique, là, mais tu sais, c'est ça, là, dépendamment où on le prend, avec quel angle. Mais c'est une grosse tête. C'est sûr qu'il peut. J'aimerais ça. Qu'il peut en discuter avec nous. Là. On fera ça à notre 200e. Ça sera soit Yann Lequin ou lui. Ça serait le fun aussi, Yann Lequin. Partie 2, ça sera le fun. Sylvain, l'entrevue de Yoshua Bengio, est-ce que tu veux poursuivre là-dessus, actualité, où tu t'en vas? Oui, peut-être un retour un peu plus rapide. Là. D'abord, moi, ce que j'ai aimé dans cette entrevue-là, je ne sais pas si c'est particulier au Québec, ce que je vais dire là, mais j'ai l'impression, pour avoir été passé la dernière année en France et de ce que j'observe aussi ailleurs, j'ai l'impression qu'ici, lorsqu'il est question d'intelligence artificielle, l'écho médiatique qui entoure cette technologie-là, je veux dire, je pense qu'on a quand même la chance d'avoir une personnalité comme Yoshua Bengio, comme porte-parole de cette technologie-là. Oui. Je veux dire, c'est lui qui est toujours là presque à chacune des tribunes ou des événements importants. Dès qu'il y a un événement important, il est là. Il est là. Il a toujours les micros devant lui. On veut savoir ce qu'il en pense. À chaque fois que un chat GPT apparaît, on va voir lui. Et ça, je pense que c'est quand même particulier quand même au Québec. D'avoir que ce soit un scientifique qui a choisi aussi en même temps de rester dans le domaine universitaire alors qu'il aurait pu céder au chant des sirènes, hein, il l'a dit. Ben oui. Comme Yann Lequin le fait ou comme d'autres peuvent le faire aussi. Donc, moi, je préfère quand même que ce soit quelqu'un comme Yoshua Bengio qui soit un porte-parole, même s'il est partout, même si ça, malgré parfois peut-être une surenchère d'analogie, mais comme porte-parole de cette technologie-là, plutôt que d'avoir un Sam Altman, par exemple, ou d'avoir... parce qu'ailleurs, notamment aux États-Unis, et ça va faire suite à ce que j'aurai à dire pour la suite des choses, si vous avez généralement des chefs d'entreprise de multinationales qui sont qui se prononcent sur cette technologie-là et qui ont l'écho, qui ont l'écoute des médias et l'écho médiatique est autour d'eux. Donc ici, c'est peut-être une particularité, encore une fois, au Québec. Peut-être le fait que ce soit, tu sais, Yoshua, il est du milieu académique, donc d'être d'une conférence à l'autre, c'est facile de se pointer avec ce genre de chapeau-là. Je me mets à la place de Yann Lequin, tu es associé à une compagnie. Là, là, c'est sûr que si tu invites Yann Lequin, il représente d'une certaine façon la compagnie. C'est sûr que avec ce genre de chapeau-là, ça se prête pas à toutes ce genre de rencontres-là. Oui. Alors, ça, c'est mon premier point. Un deuxième point que j'ai trouvé intéressant, c'est que c'est en fait la longévité de sa première crainte. Que tu lui as demandé, c'est quoi le premier risque qui te venait en tête, toi, quand tu travaillais dans cette technologie-là? Il l'a dit pratiquement dans les débuts, là, quand il a commencé à travailler là-dessus, que c'était que l'IA soit utilisée pour faire de la publicité ciblée. J'ai trouvé ça quand même assez intéressant puisque à peu de choses près, c'est ce qui se passe, mais à une échelle, il y a des dimensions qui étaient absolument inimaginables à l'époque. À l'époque, hein. Il y avait déjà cette intuition-là. Ensuite de ça, j'ai trouvé intéressant aussi sur ce qu'il avait à dire sur Element AI, hein, que j'aurais aimé l'entendre davantage là-dessus d'ailleurs. Moi aussi, oui. Où il a dit que c'était juste une question de temps avant que quelque chose de concret puisse déboucher de cette... Ouais, ça fait rêver, ça. Une lance comme ça. On aurait pu faire... Bon, on le saura jamais.
On ne saura jamais, mais bon, ça c'est intéressant. Et ensuite, peut-être un dernier point, c'est sur l'analogie avec le grizzly. Je me disais aussi en même temps, un grizzly, ça se domestique pas. Hein. Donc, c'est assez difficile. Là. Lorsque vous lisez, je me souviens des livres de Jared Diamond, là, où il expliquait pourquoi dans certaines parties du monde, on avait eu un avantage dans la production alimentaire. C'est notamment parce qu'il y avait parfois plus la chance, complètement par hasard, d'avoir des espèces locales, une faune locale qui avait des espèces qui se prêtaient bien à la domestication. Donc, si vous pouvez bien domestiquer un cheval, vous pouvez domestiquer un zèbre, par exemple. Vous pouvez bien domestiquer un éléphant, mais vous pouvez pas domestiquer un rhinocéros. Hein. Si vous avez des rhinocéros, ça ferait très bien un rhinocéros, mais je veux dire, imaginez une armée avec des rhinocéros, ça serait fantastique, mais ça ne se domestique pas. Alors là, l'analogie avec le grizzly, je me disais que c'était peut-être un petit peu, c'était quand même assez intéressant parce que ça ne se domestique pas non plus. Ça ne se domestique un pas. grizzly. Ça me fait penser à... il y a un documentaire qui s'appelle Grizzly Man, si un jour vous voulez voir à quoi ça ressemble un grizzly. Oui, je l'ai vu. Grizzly Man, c'est un documentaire, la personne se dit l'ami des grizzlies, tu l'as vu, Sylvain? Oui. Il passe 6 mois avec les grizzlies et ça finit pas mal pour lui. Puis j'ai ri, puis c'est pas drôle, là, mais voilà. Une autre belle leçon de la vie. Passer sa vie à côté des grizzlies, c'est dangereux. Je pense que Yoshua serait d'accord avec ce que je viens de dire. Exactement. Et même si dans ce documentaire-là, même si la personne a la foi, là, il y a une croyance vraiment inébranlable que les grizzlies sont ses amis. Et on le voit, hein, il est cajole, je veux dire, il joue avec. Bon, ça se passe assez bien jusqu'à ce que ça se passe mal, mais c'est justement le propos On verra. C'est peut-être un film qui voyait en avance puis qui est une sorte de prédiction de notre rapport avec l'intelligence artificielle. Oui, je pense que c'est notre ami, mais assurons-nous que ça reste. Mais Jean-François, c'est une bonne entrée, ce film-là, pour sensibiliser les publics à des enjeux éthiques de l'IA. Je peux dire, on peut faire écouter Grizzly Man et peut dire, imaginez à la place du grizzly des IA. Et puis, on peut partir de là. Moi, je pense que ça ferait un super sujet pédagogique. Oui, ça resterait une analogie. Puis, je connais quelqu'un qui me dit qu'une analogie, ça reste très faible. C'est ce qu'on... Ça reste fait, mais ça permet de captiver l'attention de l'auditoire. L'attention de l'auditoire. Merci, Sylvain. Je vais me retourner vers Benjamin. En fait, je me retourne pas. Je vais juste lever les yeux. Benjamin, t'as écouté l'entrevue. Qu'est-ce que tu retiens de tout ça? Sur quoi ça t'a accroché ou pas? J'ai envie de rester dans la même veine qu'on a touché jusqu'à maintenant, là, avec les façons d'expliquer puis d'amener certains concepts au public. J'écoutais l'épisode avec Yoshua, puis ça m'a fait penser à l'invention de l'avion. Donc, initialement, les gens se sont dit j'observe un oiseau qui vole. L'oiseau a une certaine forme, il y a des ailes. Dans quelle mesure on peut s'inspirer de tout ça pour fabriquer quelque chose qui va voler? Donc là, on se rappelle les premiers modèles des avions. Des fois, on voit des vidéos de ça sur Internet. Les gens essayaient d'inventer des avions avec des ailes qui battent, comme les oiseaux. Puis là, finalement, ils ont réalisé que c'était peut-être pas la meilleure façon synthétique de reproduire quelque chose qui vole. Donc là, finalement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont simplement gardé l'idée des ailes, la forme, mais en ayant un mouvement totalement différent pour finalement parvenir à nos fins. Puis aujourd'hui, on peut très bien parler des parallèles entre les avions et les oiseaux, sans que les gens soient tant frappés par l'imaginaire ou qui essayent d'attribuer des caractéristiques d'oiseau à l'avion que l'avion n'a pas. Comprends. Donc ça, c'est facile à faire, j'ai l'impression, parce que l'avion, c'est quelque chose de tangible, c'est quelque chose de concret, tandis que l'intelligence artificielle, avec toutes ses ramifications, ses formes, ses objectifs qui deviennent omniprésentes dans nos vies, c'est un peu plus difficile de distinguer quelles sont les caractéristiques qu'on peut conserver des analogies versus celles qu'il faut laisser de côté. Oui. Donc, on parle par exemple, pour ce qui est des analogies de l'intelligence et tout, Yoshua parlait de l'avènement des premiers neurones, mais si on veut continuer le parallèle avec l'avion, le neurone a su inspirer les réseaux de neurones, mais
il faut savoir laisser de côté certaines caractéristiques. On a des modèles mathématiques qui sont inspirés des neurones. Ça veut pas dire qu'on a créé quelque chose de vivant, quelque chose qui s'apparente tant que ça au cerveau. C'est plutôt une inspiration qu'on retrouve dans la nature, puis dont on s'est servi pour bâtir quelque chose d'exceptionnel. Je pense le fait que la majorité des analogies restent toujours dans les mêmes veines, des choses qui sont vivantes, des choses qui réfléchissent, ça vient vraiment taper le clou sur le fait que le public va se dire, les intelligences artificielles, les réseaux de neurones, c'est des choses qui sont sentientes, qui vont réfléchir. Peut-être si on élargissait un peu le genre de parallèle puis d'analogie qu'on fait avec l'intelligence artificielle, peut-être que ça viendrait résoudre une partie du problème. On s'était pas parlé avant. Non, hein? Non, on s'était pas parlé, non, mais vous alliez parler de la même chose. On a parlé de la même chose. Non, mais c'est intéressant parce que c'est comme si j'aime bien ton idée avec l'avion. C'est-à-dire qu'on essayait d'inventer quelque chose pour voler, puis on s'est dit on va faire comme quelque chose qu'on connaît, un oiseau avec des ailes. Puis si on avait réussi, on aurait des espèces d'avions avec des ailes qui battent des ailes. Puis là, on aurait accompli notre idéal qui était de faire quelque chose comme quelque chose qui existe dans la nature. Puis le parallèle que je ferais avec l'intelligence artificielle, c'est que peut-être qu'on n'a pas besoin... Tu sais, on veut créer une intelligence artificielle générale qui ressemblerait à la nôtre. Mais pourquoi créer une intelligence générale artificielle qui ressemble à la nôtre? On l'a déjà, la nôtre. Pourquoi on ne produit pas quelque chose de plus efficace, qui est différent d'un oiseau, mais qui vole mieux, qui sert mieux, tu sais, je pense qu'il y a ça, là. Je pense qu'on a de la difficulté à imaginer que ce qui peut résulter de tout ça, ce soit différent de ce qu'on connaît. Donc, si on se projette dans l'avenir, naturellement, on va avoir tendance à projeter ce qu'on connaît déjà de nos inspirations, donc l'intelligence qui découle du cerveau, etc. Puis on va avoir tendance à la projeter sur les étapes à venir de l'intelligence artificielle. Ouais, c'est peut-être ça qu'on fait en ce moment. On se trompe, on essaye de créer une intelligence artificielle qui ressemblerait à la nôtre. Puis finalement, on aurait peut-être avantage à créer vraiment, à viser une intelligence artificielle différente de la nôtre qui peut justement suppléer à des choses qu'on est capable de déjà faire. Ouais, je le vois bien, le parallèle. Merci Benjamin. De mon côté, moi je vais lâcher un peu le citron a lâché beaucoup de jus là. Ça fait plusieurs épisodes qu'on parle de Yoshua. Vous y reviendrez si vous voulez. Moi, je voulais sauter un petit peu dans l'actualité cette semaine. Moi, ce qui a attiré mon attention, c'est vous allez le deviner, là, c'est Stargate. Oui. La porte Moi aussi. la porte des étoiles, là, donc investissement privé d'au moins on parle de 500 milliards de dollars dans des infrastructures, on parle de 100 000 emplois. C'est toujours des chiffres, des gros chiffres et des chiffrons, vous l'aurez remarqué. 3 partenaires, Oracle, qu'on connaît bien évidemment, SoftBank, que je connais pas du tout, société d'investissement japonaise, OpenAI, connaissez-vous, avec Sam Altman, dans les médias, on parle de sa jeune entreprise en intelligence artificielle générative. Il me semble que c'est pas mal une compagnie qui est bien affirmée. Puis le but, dit-on, c'est de rejoindre la Chine en matière d'infrastructure, des centres de données, des fermes de serveurs, de puissance. Imaginez là, beaucoup de matériel informatique, là, c'est ça aussi, de processeurs, de métaux, de transistors, c'est ça aussi l'intelligence artificielle et l'informatique. Et ainsi, beaucoup d'énergie consommée. Moi, c'est le lien que je fais aussi ces temps-ci, d'énergie consommée, de pétrole, de gaz pour produire de l'électricité, pour refroidir ces centres de données, pour produire toute cette belle force informatique. En ce moment, là, si vous tripez sur l'IA, c'est votre moment. Hein, les étoiles sont là. Il s'agit juste de franchir la grande porte. Mais si vous tripez sur l'environnement, disons que votre peur de grizzly vient tout à coup d'accroître parce que ça me semble être un projet qui, sous cet angle, en tout cas, semble assez préoccupant. Voilà, de votre côté, est-ce que vous êtes prêt à vous lancer dans la porte des étoiles? Si j'avais exactement le même sujet d'actualité que toi, c'est d'actualité. C'est pas mal d'actualité. Hein. Le seul élément que j'ajouterais là, par rapport à ce que tu as déjà mentionné, c'est que
dans ce que j'ai lu jusqu'à maintenant, du moins, puis là, évidemment, j'ai pas le détail de comment le financement va être organisé, il y a pas beaucoup de choses pour la recherche là-dedans. Hein. C'est très technologie, plus que recherche. Je suis pas certaine que les grandes avancées en intelligence artificielle vont être au niveau des infrastructures tant que ça. Peut-être, là, je me trompe peut-être. Mais que ce serait peut-être plus au niveau de la recherche. Il va falloir trouver quelque chose de nouveau, là, parce que présentement, ce qu'on fait essentiellement, c'est ajouter de la puissance de calcul, ajouter des données, ajouter des couches dans un réseau de neurones. Ça va peut-être prendre quelque chose d'un peu différent. Puis quand je regarde ces investissements-là, j'ai pas l'impression que ça va vers ça, mais peut-être que ça fait notre affaire aussi que Trump aille pas vers quelque chose de plus sérieux un peu. Peut-être. Peut-être. Sylvain? Moi, il y a un terme que j'ai vu passer, pas lié aux événements récents, là, mais qui commence, qui circule depuis un moment déjà. Là, c'est le concept de techno-césarisme pour essayer de nous... autre techno-machin, là, vas-y. Exact, techno-césarisme, pour nous aider un peu à interpréter, disons, la réalité, pour prendre un terme d'informaticien. L'interprétabilité, je crois. Voilà. Alors, certains vont parler d'oligarchie, hein, c'était le cas de Biden là, dans son discours d'adieu, il parlait d'une nouvelle oligarchie, il faisait l'écho. Oui, c'est ainsi, on entend technoligarchie, on entend, Fred aime bien dire, toi aussi, broligarchie. Broligarchie. Exactement, pour référer au rapprochement de certains oligarques, de PDG de multinationales qui se rapprochent par les financements dans les campagnes électorales qui se sont faites d'une manière très massive. Faut pas oublier qu'aux États-Unis, il y a 0,01% de la population qui finance à peu près 40% des contributions électorales. Hein. Donc, c'est une concentration de richesse extrême, qui était rendu possible par des arrêts de la Cour suprême en 2010. Bon, je ferai pas d'histoire longue, mais bon, l'argent, c'est le pouvoir de l'argent, tout simplement. Mais moi, ce que je trouve intéressant dans les événements qui se passent, c'est que, outre le fait des personnalités qui sont là, des personnages, des discours, il y a quand même un déplacement, je pense, des plaques tectoniques sur le plan géopolitique aussi, mais ce ne sera pas mon champ d'intervention aujourd'hui. C'est vraiment plus sur... les questions idéologiques, là. C'est que moi, je pense, c'est pas juste moi, hein, je parle pas juste en mon nom, mais d'après ce que j'ai lu, ce que j'ai consulté, c'est qu'il y a vraiment une prise de pouvoir à Washington par les élites de la Silicon Valley. Donc, c'est un changement structurel au niveau des élites du pouvoir aux États-Unis. Les images étaient fortes, Sylvain. Je veux dire, le GAFAM, il était là. On le voyait. Ils étaient tous là. Chacun était là. Il y avait Zuckerberg était là. Elon Musk, l'avez-vous vu? J'ai vu, comment s'appelle-t-il, le CEO Pichard? Richard Pichai. Exact. Celui le CEO de Google, mais désolé. Écoute, Jean-François, j'ai une donnée, hein. La valeur nette cumulée des fortunes des invités présents à l'investiture de Trump, c'est de 1300 milliards de dollars. C'est l'équivalent du PIB des Pays-Bas. Ça se rapproche de mon salaire annuel. Exactement. Donc ça, c'est les gens qui étaient présents. Et dans son équipe à lui, à Trump, il y a 13 milliardaires aussi. Pas simplement dans la technologie, là, il y a toutes sortes de choses, mais c'est quand même pas le même genre de personnage, de personnalité qu'on retrouve à l'investiture ou dans son équipe présidentielle qui ressemble à ce qu'on a vu par le passé. C'est-à-dire, oui, il y avait des contributions financières, hein, Zuckerberg et les autres finançaient allègrement, mais ce n'était pas d'une manière aussi désinhibée, si on peut dire. Maintenant, c'est comme si on se cache plus. On se cache plus, voilà, c'est comme ça, on a un projet et on y va. Et moi, ce que je trouve intéressant... C'est explicite. Avant, on le savait, là, que tout le beau monde-là était là. On savait que la technologie, que ce soit en informatique ou en intelligence artificielle, on savait que c'était dominé par eux, que le pouvoir en place avait de la difficulté à intervenir, baliser, freiner ou encadrer, je dirais, ces grands géants-là de la technologie, en se disant, ils ont bien trop de pouvoir, mais là, c'est explicite, là, ils sont au pouvoir. Ils sont là. Et la Silicon Valley, juste pour faire une histoire courte, c'est 200, ce qu'on appelle la Silicon Valley, c'est 200 kilomètres carrés, là, en tout, le périmètre. Et c'est 3 millions de personnes et c'est 10% de millionnaires. Et il y a aussi la plus grande concentration de milliardaires par kilomètre carré au monde. Donc, c'est quand même très petit.
Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'avec l'arrivée de Donald Trump, on entre dans une phase d'innovation politique. C'est-à-dire que c'est pas un dogme. Il y a pas le Trumpisme. La politique de Donald Trump n'est pas une idéologie qui est fixe. Là. C'est pas quelque chose, une doctrine qui est bien arrêtée. C'est pas un système conceptuel non plus. On parle pas du marxisme, on parle pas de socialisme. Donc, c'est autre chose. Donc, en ce moment, c'est une espèce de bouillie idéologique. Là. C'est un alliage qui est en cours de formation, de sorte qu'on ne sait pas tout à fait ce que ça va donner au bout, mais il y a quelque chose qui se passe. Hein? Ah oui, il y a quelque chose qui se passe, je te le dis. Et si on regarde sur un plan politique, les idéologies qui sont en circulation dans cette administration-là et dans les discours et surtout à travers la personne d'Elon Musk, vous en avez plusieurs, hein, le libertarianisme, le cosmisme, qui est d'origine un peu plus russe, le technocapitalisme, les lumières noires, hein, qui est un terme que peut-être certains sont familiers, là, les Dark Enlightenment, les crypto-anarchistes, les anarcho-capitalistes, les extropianistes, les transhumanistes, les singularistes, les long-termistes, ce sont... Le test créal, si vous voulez, un acronyme, là. C'est ça, exact, oui. Créal, oui. Test créal. Eh bien, ils sont tous, ce sont tous des idéologies, des tendances qui circulent en ce moment dans cette administration-là. Alors, c'est tout ça qui est en alliage, en bouillie, et on ne sait pas ce qui va sortir, mais c'est ce qui circule en ce moment. Qui se cristallise lentement, mais sûrement, là. Exactement. Et la différence aussi par rapport à la politique passée, c'est que ce ne sont pas des systèmes conceptuels qui ont été élaborés par des penseurs professionnels pour une grande partie, là, qui pouvaient aider, qui pouvaient servir à des plateformes électorales, à des partis politiques ou encore à équiper intellectuellement des dirigeants politiques. C'est vraiment, ce sont des concepts qui sont nés, qui ont été développés par des entrepreneurs, par des acteurs civils qui ne sont pas des philosophes professionnels. Donc ça, c'est une autre particularité. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans la Silicon Valley, hein, des termes comme idéologue, idéologie, politique, intellectuel ou parti, c'est des termes qui sont un peu ringardisés, c'est-à-dire qui sont plutôt rares. Et même la politique et l'État sont, et là je parle originairement, là, ce sont souvent perçus comme des obstacles ou même des repoussoirs. Donc ça, ces courants idéologiques-là sont nés dans ce contexte-là. Et maintenant, pour revenir à mon concept de techno-césarisme, césarisme, c'est simplement... C'est Jules César, le césarisme? C'est ça, exactement. C'est une oligarchie, mais qui est quand même portée par un personnage fort, hein. Et c'est dans l'histoire, ce type de régime-là est beaucoup plus répandu historiquement que peut l'être, par exemple, le fascisme, hein. Et ça demeure pertinent aujourd'hui. C'est un système où un leader autoritaire prétend tirer sa légitimité de la volonté populaire. Donc lui, il incarne complètement la volonté populaire et il se pose comme symbole de l'unité nationale. Et c'est un concept qui a été élaboré par Louis de Fontanes, qui disait qu'en période de grande crise majeure, vous pensez à César, hein, dans la République romaine, un leader charismatique, extraordinaire, devient nécessaire pour restaurer l'ordre et maintenir la cohésion d'un État qui est fracturé, qui est divisé, qui est menacé. Et la particularité, c'est que ce leader-là doit entretenir un lien émotionnel très, très fort avec le peuple. Et ce qui est intéressant dans la personnalité, et là, je vais arriver à Elon Musk et je vais finir avec ça, c'est que originairement, si on parle à Bill Gates, à Steve Jobs ou à Jeff Bezos au début, les grandes figures emblématiques des années 90 de la Silicon Valley, ils montraient un peu moins d'intérêt là, à essayer de transformer, à influencer, à peser sur les décisions politiques américaines. Donc, ils faisaient vers des contributions électorales où c'était un peu plus... on remettait pas en question le système comme tel. Même dans le cas de Steve Jobs, il avait toujours refusé là, de se porter... de se prononcer sur la politique. Et même pour lui, la politique, il l'ignorait complètement, là. Et c'est là que c'est en cela, en fait, que Elon Musk se distingue. Parce que là, lui, vous avez quelqu'un qui est issu de ce milieu-là. C'est un géant, hein, c'est un géant hybride, Elon Musk. D'abord, c'est un acteur économique, c'est maintenant un acteur politique, c'est un acteur géopolitique et c'est un acteur militaire, hein. Et ce qu'il représente, et ça, c'est ce que je trouve le plus fascinant, c'est que c'est une figure futuriste, Elon Musk. Il symbolise quoi? C'est une politique de puissance tournée vers le futur, de sorte qu'en se collant à lui, je pense, dans dans le subconscient ou dans l'inconscient, c'est qu'en se collant à lui ou en lui faisant une place au cœur du pouvoir américain, c'est la puissance américaine qui, avec lui, se projette vers le futur. C'est-à-dire qu'avec Elon Musk, vous avez le spatial,
vous avez l'IA. Et si on regarde ces différentes entreprises, souvent les gens vont dire, oui, il y a plusieurs entreprises, mais ces entreprises-là sont toutes interconnectées. Hein. Vous avez SpaceX, ça c'est son obsession, c'est Mars. Exact. Mm-hmm. Vous avez Tesla, les voitures électriques. Neuralink, c'est la fusion avec l'IA. Vous avez X. Et vous avez aussi dans l'entreprise des hyperloops. Hein. Mais ça, bon, oui, on peut en rire, les hyperloops, mais qu'est-ce que ça fait, cette entreprise-là? Ouais. Ça creuse des trous, ça creuse des tunnels. Et en ce moment, cette entreprise-là, dans le monde, c'est celle qui arrive à creuser avec le moindre coût possible, de sorte que ce n'est qu'une question de temps avant qu'ils puissent s'emparer des parts de marché mondiales là-dessus. Et qu'est-ce que ça fait? Quelle est l'utilité de pouvoir creuser des tunnels comme ça? Eh bien, sur Mars, hypothétiquement, un jour, s'il y a des humains là, les villes seront souterraines, alors vous aurez besoin de tunnels. Alors, vous voyez qu'il y a une cohérence dans toutes ces entreprises-là. Et c'est ça que je trouve intéressant avec lui. Et je finis là-dessus, mais tu as parlé de Stargate, donc c'est un mot qui est issu de la science-fiction, hein? Ben oui. Mais avec Elon Musk, c'est un peu comme si les geeks prenaient le pouvoir pour reproduire un peu les récits de science-fiction qu'ils connaissent, hein, avec lesquels ils ont grandi comme nous. Hein. C'est-à-dire que les entrepreneurs de la tech, ils ont délaissé les classiques littéraires ou philosophiques. Donc, c'est pas Marx qu'ils lisent, pour mieux travailler à réaliser les rêveries qui sont portées par une littérature d'adolescents avec lesquels ils ont grandi. Hein. Et on peut se demander, est-ce que cela fait de la science-fiction un nouvel instrument de domination? Et ma conclusion là-dessus, je me demande quelle conclusion on peut tirer justement de ce rapprochement de la Silicon Valley à Washington? Moi, je dis toujours la question comme ça, c'est-à-dire, qu'est-ce qui fait rêver aujourd'hui les gens? Qu'est-ce qui suscite l'enthousiasme chez les gens? Qu'est-ce qui peut cultiver leur désir? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qui fait rêver? Eh bien, c'est certain que ce n'est pas les partis politiques traditionnels. Ce n'est pas les idéologies qu'on connaît du 20e siècle non plus. En tout cas, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus les religions. Pas pour tout le monde, hein. Mais en gros, ce n'est plus les religions. Mais c'est la technologie. La technologie continue d'entretenir cette espèce d'émerveillement-là. Je vois un peu, c'est-à-dire l'endroit le plus intéressant au monde aujourd'hui, d'un point de vue religieux, c'est la Silicon Valley, d'une certaine façon, avec tous les courants que j'ai mentionnés tout à l'heure. C'est-à-dire que vous avez... c'est la Mecque, là. C'est là où tout se passe, là où tout va se passer. Et en creusant un peu, on a les mêmes promesses que les religions traditionnelles. C'est-à-dire on promet l'immortalité, hein, le transhumanisme, le bonheur, une vie sans travail, plus de prospérité. Mais sauf que ça ne se fera pas à l'aide d'un être surhumain ou surnaturel qui vivrait dans un arrière-monde, dans un paradis, mais ce serait avec la technologie, l'intelligence artificielle, la bioingénierie. Qui permettrait de réaliser ces promesses-là. Alors moi, ce que je trouve intéressant, c'est justement, c'est maintenant le changement d'élite, c'est-à-dire vous avez une nouvelle puissance, on pourrait dire symbolique, qui émerge de la Silicon Valley et qui est en cours de prendre le pouvoir à Washington, parce qu'aujourd'hui, c'est cette idéologie-là qui est en formation, mais qui fait rêver, tout simplement, qui donne espoir. Belle analyse, Sylvain. Comme moi aussi, je trouve ça intéressant ce qui se passe. Ceux qui m'entourent moins, je dirais. C'est-à-dire que moi aussi, j'aime ça, ce regard analytique, essayer de voir qu'est-ce qui se passe sociologiquement. On se garde un petit pas de recul, puis on essaie d'analyser tout ça. Là, mais je dirais qu'autour de moi, le bouton panique est pas mal plus là en ce moment. Là, c'est un peu plus inquiétant pour eux. Écoutez, on va poursuivre En fait, on a déjà entamé notre deuxième tour de table. On parle d'actualité, on réfléchit, on parle d'actualité, on essaie d'interpréter tout ça. Tiens, j'aurais envie de me retourner vers Véro. Tiens, Véro, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter, actualité, ou je t'ai volé ton actualité? J'ai complété sur le tien. Oui, tu m'as volé mon actualité. T'as sorti l'essentiel des points que je voulais aborder. C'est un bon indice, là. Oui, mais c'est vrai qu'on n'avait pas, on pouvait pas passer à côté de ce sujet dans l'actualité. Là. Benjamin, est-ce qu'il y avait quelque chose de l'actualité? Voulais-tu continuer sur l'analyse de Benjo ou tu voulais aller dans ce deuxième tour? Ouais, peut-être une petite histoire à raconter, mais juste avant, c'est drôle parce que j'écoutais Sylvain parler de césarisme, puis je pouvais pas m'empêcher de me dire que si Trump c'est Jules César, Elon Musk c'est comme Crassus dans leur petite
triumvirat. Ah oui, on connaît nos classiques. Hein? Oui, on va voir où cette histoire-là va nous mener. Oh non, c'était juste une parenthèse. Une petite parenthèse, mais ma petite histoire, c'est une histoire qui a eu lieu il y a quelques années aux États-Unis. Est-ce que vous avez entendu parler du système Compass? Oui, on en a parlé, ouais. On l'a abordé un peu, mais de nous remémorer tout ça, là, vas-y, aide-nous. Compass, c'est un modèle qui a beaucoup servi pour de la prédiction, à savoir si un prisonnier avait des chances de récidive quand il allait sortir de prison. Donc, Compass était utilisé même en cours pour donner un justificatif au juge à savoir si on pouvait permettre à un prisonnier de sortir de prison, liberté conditionnelle, etc., ou si c'était mieux de le garder en prison. Compass, c'est un modèle extrêmement complexe, extrêmement gros, qui était une propriété privée, c'est-à-dire que les gens n'avaient pas accès à ce modèle-là, puis qui a beaucoup servi. Puis bref, ce qu'on a réalisé au fil des années, c'est que en prenant Compass, puis en regardant les performances qu'il obtient sur certains jeux de données carcérales, on est capable d'obtenir des performances similaires avec des modèles qui sont finalement extrêmement simples, des règles de décision que tout le monde est capable de manipuler. Puis quand je pense aux montants d'argent qui sont injectés dans la recherche pour l'intelligence artificielle et tout, je peux pas m'empêcher de me dire que c'est un peu dommage parce que j'ai l'impression que la majorité de cet argent-là va servir à toujours aller dans la direction là, de l'idéal américain bigger is better, mais que pourtant, il y a tellement de potentiel dans des idées plus simples, plus intelligentes, au lieu simplement de tout le temps rajouter des couches, rajouter des données, de la puissance de calcul, etc. Donc, c'est ça. Moi, pour mon mot de la fin, je dirais, j'espère qu'on s'enligne dans une direction de recherche un peu plus intelligente au lieu de tout simplement de la force brute. Oui, de la force. On est vraiment, c'est une bonne analogie. On est dans la force brute. Là, on veut faire la plus grosse puissance de calcul. On va devant, on grossit les infrastructures, alors que logiquement, en tout cas, dans les discussions qu'on a eues dans les derniers épisodes, ça ressemblait plus à. Il faudrait peut-être aller dans le sens contraire, là, c'est-à-dire un développement plus frugal. On parle de sobriété numérique. C'est ça les gros concepts en ce moment, là. Faire mieux avec, je pense, dans les indices de performance des nouveaux, des nouvelles intelligences artificielles. On parle de un rapport entre watts, le nombre de watts versus le nombre de jetons. Donc, essayer de voir, là, toutes les fois qu'on fait une requête, là, ça génère combien de watts, puis essayer d'avoir des modèles où on aurait le plus petit nombre de watts possible générés pour le plus grand nombre. Donc, on est dans l'efficacité, on est dans ce genre de développement-là, et non dans le développement, on pousse plus fort, on va faire plus gros, on va aller plus loin. On s'en va plutôt dans cette direction-là. Merci, Benjamin. Pour conclure, de mon côté, je vais y aller avec ma dernière intervention. C'est une belle nouvelle que je vous annonce. Pour notre on va clore notre 5e saison d'IA Café bientôt. En fait, on est dans notre 5e. Autour du mois de juillet, on devrait conclure notre 5e saison. On devrait, en tout cas, j'essaie de planifier ça en ce moment. Ce serait un enregistrement devant public. Je suis en discussion avec un bel événement en ce moment, puis on est en train de faire l'entente en question. Ce sera au Québec. Je sais qu'il y en a plusieurs qui nous écoutent de Paris. Ce sera au Québec, fort probablement même à Québec. C'est ce que je souhaite. Écoutez, si vous voulez qu'on aille en France, faites-nous signe. Si vous payez les billets, on va y aller toute la gang. Il n'y a pas de problème. Mais pour l'instant, là, ça va se faire à Québec. Puis évidemment, il y aura un public privilégié qui pourront assister à cet enregistrement-là. On va probablement faire justement nos prix Lovelace et IARC en public. C'est du moins l'idée là, que je propose en ce moment-là. On se regroupe, on s'en va devant le public, on se met un petit PowerPoint, puis on dit IARC, puis on dit Love à chacun notre tour. Je pense que c'est une formule qui pourrait très bien s'adapter à une présentation
devant un public, en espérant que le priarque soit pas dans la salle. Ça, c'est une autre histoire. Va falloir en discuter. Il faudrait pas que ça se passe. Voilà, c'est ce qui est... je vous en dis pas plus, mais ça se prépare. Je vous en dirai plus lorsque j'aurai une confirmation. Avez-vous hâte? Allez-vous être là? Ben oui. Bon, ben, ça sera la date là, qu'il faudra décider, mais je vous ferai signe, puis on essaiera de booker le plus tôt possible ce rendez-vous. Écoutez, ce sera tout pour cette semaine. Merci encore. On va remercier encore une fois Yoshua. Ça fait plusieurs fois qu'on parle de lui de suite là, cet épisode. Merci encore d'avoir passé à IA Café. J'espère que lui et son équipe auront apprécié nos analyses, nos réflexions, nos interrogations, malgré nos angles morts. Nous autres aussi, nous avons certains angles morts, évidemment. Merci à mes analystes Baristia cette semaine. Merci à Véronique Tremblay. Merci, Véro. Merci. Sylvain Munger à Saguenay. Merci, Sylvain. Merci à vous, merci à toi, merci à tout le monde. Bonne année à tous. Merci. Et Benjamin Leblanc, nouveau ici à IA Café. Merci, Benjamin. Et merci beaucoup. Votre hôte, Jean-François Sénéchal. On se revoit au prochain épisode. Et d'ici là, on rêve peut-être de moutons électriques. Allez, bye bye.